Remue-Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-Ménage. Remue-Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, tous les intellectuels. Avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-Ménage. La polémique sur le taux de croissance, quels sont les secteurs porteurs? La fiscalité des multinationales en question et la fiscalisation du secteur informel. Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue-Ménage reçoit ce dimanche 18 mars 2018 Serigne Moustapha Sène, directeur de la DPE, Direction de la Prévision des Études Économiques au ministère de l'Économie et des Finances, et Ndongo Sambasila, docteur en économie, chercheur à la Fondation Rosa Luxembourg. Remue-Ménage, dimanche 10h-11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité, RFM. Dimanche 18 mars 2018, bienvenue à tous. Le Sénégal, avec les institutions internationales, plus particulièrement les FMI, annonce un taux de croissance de 7,2% cette année. Une progression constatée depuis quelques années, mais la polémique s'est installée entre économistes. La question qui revient est: le taux de croissance a-t-il un impact sur la vie des populations? Jusqu'ici, quel est le niveau de la durée de ce taux de croissance pour que les Sénégalais puissent le ressentir? Ndongo Sambasila, vous êtes économiste, vous êtes docteur en économie et vous travaillez à la Fondation Rosa Luxembourg. Le taux de croissance dont on parle de plus en plus, est-ce que c'est un taux de croissance réel ou pas? Parce que c'est une contestation des chiffres. Bonjour Alsan, bonjour Monsieur Sen et bonjour à tous vos auditeurs. Pour moi, ce qui est important, c'est pas le chiffre annoncé de la croissance, c'est le concept même. Quelle est sa pertinence par rapport au type d'économie que nous avons? Et donc là, à ce titre, quelques rappels s'imposent. C'est quoi la croissance? Croissance de quoi? Il faut dire que ce qu'on appelle croissance économique, c'est d'abord la croissance du produit intérieur brut. Et donc, qu'appelle-t-on production? C'est tout ce qui est susceptible d'être vendu ou acheté sur les marchés. Et donc, cela veut dire, par exemple, que tout ce qui est non marchand ne fait pas partie, de la production, telle que définie par le système de comptabilité nationale des Nations Unies. Et donc, par exemple, il y a une blague qui est très connue. Si vous épousez votre domestique, votre bonne, le PIB diminue. Pourquoi? Parce que vous payez votre bonne pour faire un certain nombre de tâches domestiques. Vous l'épousez, elle fait ça gratuitement. Donc, la richesse nationale diminue. Des entreprises qui produisent des biens et des services, mais qui polluent les rivières, qui polluent les cours d'eau, ça augmente le PIB, mais on ne prend pas en compte l'impact écologique. Donc, ça veut dire que tout ce qui est susceptible d'être vendu, tout ce qui est susceptible de rapporter du profit, fait partie du PIB. Et donc, le PIB, disons, le revenu national, a été créé au départ pour mesurer les possibilités économiques d'un pays. C'est un indicateur qui a été défini dans les années 1930. On parle à l'époque de revenu national, pas encore de PIB. Et donc, les Américains voulaient savoir quelles sont les ressources sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer pour mener la guerre. Et donc, le concept est parti de là. Et donc, c'est un concept qui s'applique aux sociétés industrielles. Tout le concept de produit. Combien de tonnes de riz, combien de tonnes de blé, combien de tables, combien de chaises, combien d'ordinateurs. Et donc, lorsqu'on va dans des sociétés de services, c'est un concept qui s'applique de moins en moins. Parce qu'aucun économiste ne sait c'est quoi la productivité des services. On ne le sait pas. C'est pas mesurable. C'est pas mesurable. On mesure juste les inputs. Par exemple, si un enseignant donne des cours, on dit que sa contribution, c'est son salaire. Dans les autres secteurs productifs, manufacturiers, agricoles, c'est pas comme ça que ça marche. Quelle est la productivité du secteur bancaire? On ne le sait pas. Et d'ailleurs, jusqu'à une date récente, on ne mesurait pas, disons, cela, parce qu'on considérait que c'était une dépense intermédiaire. Donc, ça ne participait pas à la valeur ajoutée. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'il faut avoir en compte. Et je dirais que même dans le PIB, il y a des aspects parfois immoraux qui peuvent nous choquer, mais comme c'est marchand, c'est inclus. Je vous donnerai un exemple. En 2014, Eurostat, qui est l'agence statistique des pays de l'Union européenne, avait dit maintenant il faut harmoniser les comptes nationaux
pour que tous les PIB puissent être comparables. Et donc, l'Eurostat avait demandé qu'on inclue la prostitution et les activités, disons, criminelles. Enfin, les activités criminelles, en fait, la drogue. La drogue. Et donc, le Royaume-Uni a pris en compte la prostitution. Parce que ça génère de l'argent. Parce que ça génère de l'argent. Et donc, on s'est rendu compte que la prostitution rapportait 11 milliards de livres. Donc, c'est la moitié du PIB du Sénégal. La France a dit non, moi, je vais pas inclure la prostitution, mais je vais quand même inclure le trafic de drogue. Donc, qu'est-ce que je veux dire à partir de là? Le PIB n'est pas une mesure de bien-être. C'est pas une mesure de la richesse. Ça mesure la richesse telle qu'elle est constituée par les capitalistes. C'est-à-dire tous ceux qui peuvent leur rapporter de l'argent. Et donc, est-ce que les gens vivent bien? Est-ce que les gens vivent mieux? Est-ce qu'on respecte la nature? Ce n'est pas, le PIB ne mesure pas tout ça. C'est pourquoi le président Kennedy disait, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, c'est pas un indicateur de bien-être. Et tout à l'heure, peut-être, je reviendrai sur les problèmes que ça pose spécifiquement dans le cas d'un pays comme le Sénégal. Oui. Monsieur Moustapha Sène, vous êtes le directeur de la direction de prévision des études économiques au ministère des Finances. Vos chiffres semblent être contestés aujourd'hui par certains économistes qui disent que le PIB qui a été annoncé pour le Sénégal de 7,2%, c'est dû à une économie extravertie. Merci beaucoup, M. Diop. Merci de l'invitation. Je voudrais également saluer M. Silla ainsi que tous vos auditeurs. M. Diop, je voudrais, si vous le permettez, allez-y, en tout cas, témoigner ma compassion envers les familles des victimes sénégalaises suite au drame de Missira ainsi que dans la diaspora. Cela étant dit, M. Silla nous a fait un rappel, en tout cas sur cette notion de PIB, ce qui avait également motivé le président Sarkozy en son temps à demander à des sommités, dont Stiglitz, dont Sen fit aussi, pour réfléchir un peu sur... Stiglitz. Voilà, Stiglitz, un peu pour réfléchir un peu... Ancien prix Nobel de l'économie. Tout à fait. Pour réfléchir un peu donc sur cette notion et voir dans quelle mesure il était possible un peu de la sortir d'autres éléments qui permettent justement de prendre en compte les aspects de bien-être dont a parlé M. Silla. C'est extrêmement important pour montrer que justement le PIB n'est pas le first best, pour ainsi dire. C'est un indicateur parmi tant d'autres, mais je pourrais à la limite dire que c'est le moins mauvais des indicateurs. Dans une économie, au bout d'une année, on a effectivement besoin de savoir ce qui a été créé comme richesse. Naturellement, il y a plusieurs manières de l'appréhender. Mais il y a au niveau international des normes, des standards qui sont communément utilisés, qui permettent justement d'apprécier le progrès en matière de création de richesses dans une économie. Et cela étant dit, je pense que M. Silla a également parlé peut-être de national et d'intérieur. Je pense qu'il y a également de discrimination entre ces deux aspects. Intérieur, c'est lorsqu'on est au Sénégal. National, c'est lorsque ça fait appel un peu aux échanges extérieurs. Je voudrais également préciser que nous, au Sénégal, nous avons l'habitude de produire des statistiques à différentes périodes. Les statistiques sont produites pour la prévision par la direction de la prévision et des études économiques, qui fait partie de la direction générale de la planification et des politiques économiques du ministère de l'économie, des finances et du plan. Nous sommes dans la prévision. C'est-à-dire que nous sommes en 2018 et on s'est dit pour 2018 quel devrait être le taux de croissance. C'est un exercice, je dois la dire, extrêmement compliqué, n'est-ce pas? Vous avez plusieurs secteurs. Vous avez besoin pour chaque secteur de savoir comment est-ce que le secteur devrait se comporter. Ce n'est pas un exercice facile. Nous ne sommes pas nécessairement spécialistes des minuteries. Nous ne sommes pas nécessairement spécialistes des extractifs, ni du commerce, encore moins du tourisme et d'autres secteurs. Mais vous devez compiler un ensemble d'informations qui vous permet de vous projeter un peu sur le futur pour dire que, voilà, pour l'année 2018, on pense probablement ça devrait se passer. Pour l'année 2019, etc., également, et pour le moyen terme. C'est un exercice à la fois difficile et compliqué. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que la prévision, c'est une combinaison de science et d'art. Vous avez besoin de voir ces subtilités, ce raffinement, ce vécu, cette expérience qui vous permet véritablement de vous projeter. C'est pourquoi je rends un vivant hommage à mes agents, à nos services, effectivement, donc qui, voilà,
qui font du bon travail. Je pense que nous sommes une direction qui est facile à contrôler parce que vous avez fait des prévisions. Demain, on pourra voir l'écart entre la prévision et les réalisations. Mais est-ce que ce taux de croissance annoncé aujourd'hui, il impacte sur la vie des Sénégalais ou pas? Voilà, si vous me permettez, je vais répondre peut-être précisément à la deuxième part de votre question avant d'en venir aux aspects liés aux impacts. Je voudrais dire effectivement une partie de l'opinion est vent debout contre les chiffres qui ont été avancés. Nous sommes en démocratie, libre à chacun de contester ces chiffres. Mais je voudrais également rappeler que nous sommes des gens assermentés. Et nous sommes des techniciens. Et nous véritablement, donc, nous produisons des chiffres selon notre véritablement, en âme et conscience, pour ainsi dire. Et il ne nous viendra jamais à l'esprit, donc, de manipuler un chiffre dans un sens ou dans l'autre pour faire plaisir à une quelconque autorité. Demain, si la croissance s'affaisse pour tomber à 0%, nous le dirons. Advienne que pourra. Tout simplement, c'est la rigueur qui prévaut là où nous travaillons. Donc, cela étant dit, en termes d'impact, je pense que les pays qui ont pu réussir dans la durée à réduire la pauvreté, à enclencher le processus d'émergence, à devenir des pays développés, l'ont fait justement dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut du temps, il me semble, pour que la croissance produise les effets attendus. Cela ne va pas dire qu'on va demander aux gens de patienter sagement en attendant que les fruits de la croissance les atteignent. Lorsqu'une croissance est générée dans un pays, elle profite d'abord aux agents, aux secteurs qui ont fait la croissance en priorité. C'est pas nécessairement négatif parce que si ça préserve les incitations. Or, nous savons tous qu'en économie, ce qui prévaut en tout cas un des aspects les plus importants, c'est les incitations. Si vous cassez les dynamiques, comme ça a été dans quelques pays africains que je ne voudrais pas citer, le fait de spolier les terres des Blancs pour les donner à des Noirs, ça a pu avoir des effets contre-productifs. Donc vous avez également besoin de préserver les incitations. C'est-à-dire ceux qui font la richesse, vous avez également besoin de les encadrer. C'est extrêmement important, il me semble. Maintenant, pendant que la croissance est produite, certains en bénéficient davantage dans un premier temps. C'est pourquoi l'État procède à des politiques de redistribution. Ce qui fait qu'au Sénégal, on a eu un ensemble de programmes sociaux sur lesquels je reviendrai. Et pendant véritablement que la croissance donc est fortifiée dans la durée, je ne dirais pas que les effets de ruissellement, ce qu'on appelle les effets de ruissellement, c'est-à-dire on en suit certains, on pense que ça va tomber sur les autres. Les effets de ruissellement, ça ne produit pas nécessairement... Le fameux trickle down. Voilà, ça ne produit pas nécessairement donc ce qui attend, d'autant pas dans les pays comme les où les marchés sont incomplets, où certains en termes de capacitation ne sont pas tout à fait dotés. Ce qui fait que l'État procède à des politiques de redistribution de manière à faire bénéficier davantage donc de population des fruits de la croissance. Et sur ces aspects, je reviendrai. Oui, mais dans quel secteur aujourd'hui la croissance doit-elle provenir? Est-ce qu'au Sénégal, aujourd'hui, on parle d'agriculture, mais la plupart des produits agricoles ne sont pas transformés sur place. Ils sont exportés. Tout à fait. En fait, c'est un peu ça, ce qui est dommage à propos de la croissance observée au Sénégal. C'est que c'est une croissance sans industrialisation. Et il y a récemment un papier qui a été fait par un économiste très connu, Daniel Rodrigue, qui prenait en fait le cas de certains pays à faible revenu, comme le Sénégal et d'autres, qui ont eu des taux de croissance qui n'étaient pas basés sur l'extractivisme, disons, l'exploitation des ressources en hydrocarbures, notamment. Et donc, il disait qu'au Sénégal, c'est une croissance qui est sans industrialisation. Donc, une croissance sans industrialisation, c'est une croissance qui crée pas d'emplois. Des emplois en masse. Et donc, c'est une croissance aussi qui ne s'accompagne pas de retombées technologiques qui permettent, disons, d'accumuler de nouvelles capacités productives. Et donc, véritablement, c'est ce qu'on a au Sénégal. Donc, tout à l'heure, je disais que le PIB n'est pas un indicateur de bien-être. Donc, après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un indicateur qui n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de réfléchir, en tout cas, de mesurer la santé de nos économies. Pourquoi? J'avais dit que c'est un indicateur qui est fait pour les sociétés industrielle. Au Sénégal, l'industrie pèse très peu, disons, en termes de création de la valeur ajoutée. En tout cas, du point de vue de sa contribution à la croissance. C'est plutôt récemment l'agriculture et surtout les services. Mais comme j'avais dit, on ne sait pas mesurer la productivité des services. Donc, qu'est-ce que les banques rapportent, les télécoms, ce genre de choses, le commerce. Et donc, c'est pas ça véritablement qui peut contribuer à transformer les économies. Donc ça, il faut le voir. Donc, le concept de PIB, produit intérieur brut, n'est pas pertinent de ce point de vue-là. Et dans les années 50, les économistes de développement disaient, on ne veut pas d'une telle mesure. Il faut peut-être avoir des indicateurs par secteur, mais pas une mesure agrégée. Donc le PIB ne donne pas une bonne mesure. Je vais juste vous donner un exemple. En Sierra Leone, entre 2012 et 2013, c'était le pays champion du monde en termes de croissance. Le président Ernest Bai Koroma avait 12%, 13% en 2012 et presque 20% en
en 2013. Et alors, il disait que voilà, il faut même que je me représente pour un 3e mandat parce que je suis le champion du monde de la croissance. Mais d'où venait cette croissance? En fait, c'était juste dans le secteur extractif. Il y avait 2 multinationales qui avaient investi des sommes énormes dans le secteur du minerai de fer. Et donc, il se trouve qu'à cette période-là, le prix du minerai de fer était à son pic historique. Et donc, la production a été augmentée. Et donc, avec des cours fort intéressants, donc la croissance économique avait bondi. C'est ce qui explique qu'on a des taux de croissance très forts dans certains pays. En même temps, la pauvreté augmente. La pauvreté augmente. C'est justement ça. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé dans ce pays-là, c'est que les multinationales ne paient presque pas du tout de taxes ou d'impôts, tout ça, parce qu'elles avaient des avocats très forts qui pouvaient déceler les failles dans les différents codes. Et donc, du coup, lorsqu'il y a eu Ebola, on s'est rendu compte que malgré toute cette croissance, il y avait que 6 ambulances. 6 ambulances. Donc, à un moment donné, on ne peut pas s'appuyer sur de telles mesures pour dire que ça marche ou pas. Et je vais donner un autre exemple, mais cette fois-ci sur le Sénégal. Parce que le Sénégal, les populations disent, nous ne voyons pas cette croissance-là. Elle est extravertie. Les populations ont raison. Et on a des chiffres pour le montrer. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle le produit intérieur brut et le produit national brut. Le produit intérieur brut, c'est un indicateur qui a commencé à être utilisé dans les années 90 avec la mondialisation. Pour dire que comme il y a de plus en plus de multinationales qui vont dans certains pays pour produire, donc ça va plus refléter le dynamisme économique. Donc on n'utilise plus le produit national brut. Alors qu'il y a une différence. La différence entre le produit national brut et le produit intérieur brut, ce sont les sommes nettes transférées vers l'étranger. C'est ce qu'on appelle net income from abroad, c'est-à-dire les paiements nets de revenus. Ce qu'on appelle revenu, ce n'est pas le revenu les envois des immigrés. C'est les transferts de profits, les dividendes transférés, les rémunérations des travailleurs expatriés, entre autres, et aussi le paiement des intérêts de la dette. Et donc, au Sénégal, il y a un décrochage entre le PIB, dont on mesure la croissance, et le PNB. Le PNB, c'est le produit, les recettes produites à l'intérieur. Le revenu qu'on constate sur place. Au Sénégal. Au Sénégal. Et donc, par exemple, en 2016, il y a une différence de 3,3%. C'est-à-dire la moitié de la croissance qui a été constatée au Sénégal en 2016, plus de la moitié, en fait, a été transféré sous forme de paiement net de revenus. C'est-à-dire, paiement net de revenus, c'est-à-dire les revenus transférés moins les revenus reçus. Donc, en net, c'est 3,3% du PIB. Et depuis, disons, entre 2012 et 2016, c'est près de 2 milliards en net, je veux dire, 2 milliards de dollars qui ont été transférés au titre du paiement de la dette, au titre, disons, des rapatriements des profits, des dividendes, etc. Donc, lorsque les populations disent qu'on ne voit pas la couleur de cette croissance-là, mais c'est vrai, les chiffres le montrent, c'est une croissance qui est extravertie. Donc, 2 milliards en 5 ans, 2 milliards de dollars, c'est des chiffres quand même colossaux et que tout le monde peut vérifier. La Banque mondiale a une base de données qui s'appelle les indicateurs de développement mondiaux et donc, on y va, en 5 minutes, on peut voir vite fait ce chiffre-là pour dire qu'on a une croissance qui est extravertie. Parce que c'est le capital étranger qui crée cette croissance-là pour une part importante. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, M. Sène, pour réformer un peu davantage l'économie sénégalaise, pour que la paysanne de Fonguelembi ou bien de Djidakhar puisse aujourd'hui sentir que la production, la richesse nationale arrive dans sa pochette? Merci, M. Diop. Vous me permettrez de réagir un peu sur ce que vient de dire M. Sylla. Bon, vous savez, nous sommes dans un monde de globalisation, en tout cas, où les économies sont interdépendantes. Vous avez les transferts de la diaspora sénégalaise qui font plus de 1000 milliards, de formel à tout le moins. Plus que l'aide au développement. Oui, nettement plus que l'aide au développement. Ça fait peut-être plus de 10% du PIB. Est-ce que si on veut savoir véritablement si ce que nous produisons va pas à l'étranger, pour caricaturer, si on demandait au Sénégal de la diaspora de rentrer chez eux, on perdrait plus de 1000 milliards. Sans compter tout ce dont on bénéficie en termes véritablement donc d'autres effets induits. Je pense qu'il y a lieu peut-être d'être un peu plus serein là-dessus et de savoir que véritablement au Sénégal, donc nous sommes dans un espace intégré et nous échangeons également beaucoup avec les autres pays du monde. Le Sénégal est une petite économie, ce qu'on appelle en économie, une petite économie très ouverte sur l'extérieur. C'est-à-dire nous dépendons beaucoup de l'extérieur pour les biens d'équipement, par exemple. On ne peut pas dire à ce niveau qu'on a besoin de machines d'équipement et qu'on doit les fabriquer au Sénégal. Si les machines d'équipement qui doivent permettre un peu de densifier l'appareil productif interne doivent être fabriqués au Sénégal, ça prendra une éternité. C'est pourquoi nous importons également beaucoup de l'extérieur. Alors que ces machines d'équipement, la plupart en tout cas, coûtent beaucoup plus que ce que nous exportons en termes de produits primaires.
Si vous êtes un peu friand de statistiques, vous pourrez regarder les statistiques de la Banque centrale qui montrent véritablement qu'on importe de plus en plus de machines et équipements. Or, encore une fois, ces machines et équipements coûtent cher. Le prix de notre ordinateur, c'est combien de sacs d'arachide. Pour montrer tout simplement qu'on a besoin également d'acheter de l'extérieur. On a besoin également d'acheter de l'extérieur peut-être des services, n'est-ce pas? Des services. On a besoin un peu de faire appel à une expertise. Si l'expertise véritablement... Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part, M. Sen, un effort d'industrialisation qu'il faut faire, même si c'est des petites unités industrielles qui fabriquent de la craie, de la bougie, des clous ou bien des boutons au Sénégal, qu'on arrête d'importer ça, peut-être qu'on peut le faire localement? Oui, absolument. Ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire précisément, c'est que voilà, nous avons besoin également de faire appel à l'extérieur pour combler le déficit, n'est-ce pas, en matière de production, pour acheter des biens et services que nous ne sommes pas capables de produire en interne, et également pour acheter des biens et services que nous serions capables de produire en interne, mais à un coût exorbitant, qui fait qu'il serait en tout cas, qui ne serait pas compétitif. Donc, naturellement, nous ferons appel à l'extérieur. Maintenant, si vous combinez tout cela, naturellement, il se peut que, voilà, sur certains biens et services, naturellement, que vous soyez largement déficitaire vis-à-vis de ces mondes, et que sur d'autres, vous soyez assez compétitif. Je pense que, mais également, il y a de préciser que ce qui est le plus important, à mon avis, c'est pas la situation, mais c'est la marche. N'est-ce pas? Le progrès que vous êtes en train de faire. Si les conditions initiales me semblent extrêmement importantes, si vous partez de conditions initiales assez basses, le progrès ne peut pas être bien apprécié. Ça dit tous les efforts que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi, si on regarde d'un point de vue historique, n'est-ce pas, nous avons enregistré une baisse du revenu par habitant depuis 1960. Ce qui fait que les gens ont l'habitude de dire qu'en 1960, on était au même niveau que c'était un pays d'Asie du Sud-Est et que maintenant, donc, nous sommes largement derrière. Ce qui montre que véritablement, on n'a pas pu, en tout cas, consolider les efforts dans la durée. Ce qui fait que véritablement, donc, nous avons enregistré une baisse des indicateurs de bien-être dans la durée. Donc, de 1960 jusqu'à la veille, juste après la dévaluation, on a enregistré donc une baisse donc c'est dû à quoi? Voilà, parce que nous n'avons pas été capables de maintenir dans la performance. Le taux de 7,2% de croissance. On ne travaille pas assez. Je ne dirais pas qu'on ne travaille pas assez. Ça, c'est une autre paire de manches. Oui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le taux de croissance de 7,2% qu'on a enregistré au Sénégal, on l'a déjà eu dans le passé. On l'a déjà eu. Malheureusement, nous n'étions pas capables de maintenir ce niveau de croissance. Typiquement, au-delà après la crise de 1968, en 1969, on a enregistré un bon taux de croissance supérieur au 7,2. On l'a également eu en 73-74, lors du boom des matières premières et de la bonne primature. On l'a également eu au début des années 80. Ce qui fait que véritablement, ce taux-là n'est pas une première. Mais encore, la différence fondamentale, c'est qu'on n'a pas pu, en tout cas, maintenir dans la durée les progrès. Ce qui fait que véritablement, les indicateurs se sont détériorés. Et si une année vous enregistrez une bonne croissance, l'autre année la croissance s'affaisse, naturellement vous ne serez pas capable de maintenir dans la durée les progrès. Ce qui fait que véritablement, donc, et j'en termine par là sur ce point précis, on a besoin de maintenir en tout cas les progrès dans la durée de manière à faire bénéficier le maximum de population donc des retombées de la croissance. Mais, donc aussi là, comment faut-il faire pour maintenir la croissance dans la durée dans un pays où peut-être l'économie compte sur les aléas climatiques avec les pluies, où peut-être l'industrialisation n'est pas accentuée? Je donne un exemple que j'aime bien donner, c'est celui de Ngaye Mékhé, où il y a des ouvriers, des artisans qui sont là-bas, qui ont une technologie, une ingéniosité pour faire des chaussures, faire des ceintures. Alors que le Sénégal continue à importer des chaussures, des ceintures, des cartables. L'armée sénégalaise aujourd'hui aurait pu s'approvisionner en boîte à Ngaye Mékhé pour faire booster cette économie de Ngaye Mékhé. Bien sûr. En fait, il faut mobiliser les ressources domestiques. Tout à l'heure, lorsque je donnais l'exemple des revenus, parce que les relations économiques entre un pays et le reste du monde sont mesurées généralement à travers ce qu'on appelle la balance courante. Donc la balance courante a 3 composantes. Il y a la balance commerciale, c'est les exportations moins les importations de marchandises. Il y a la balance, disons, ce qu'on appelle des transferts courants sans contrepartie, c'est-à-dire les envois des immigrés, ce genre de choses. Moi, ce dont je parlais, c'est différent. C'est une troisième chose, c'est la balance des revenus, ce qu'on appelle auparavant la balance des revenus. C'est-à-dire que les revenus d'activité que vous transférez, moins les revenus que vous recevez. Et c'est la différence entre le PIB et le PNB, les transferts nets de revenus. Donc, en 2010, c'était 1,1% du PIB qu'on transférait. Ça a été multiplié par 3 depuis. C'est dû à quoi?
Mais c'est parce qu'on a une économie de plus en plus extravertie. Et donc, lorsque vous ne vous mobilisez pas les ressources, c'est ce qui se passe. Donc, vous allez avoir une croissance, mais près de la moitié, plus de la moitié de cette croissance. Par exemple, en 2016, plus de la moitié de la croissance, près de 52% de cette croissance, est allée vers l'étranger. Et donc, à un moment donné, c'est une croissance un peu en trompe-l'œil. Donc, si on veut une croissance qui bénéficie aux Sénégalais, il faut acheter les produits faits au Sénégal. Je donne un exemple. La différence entre le PIB et le PNB, qu'est-ce que ça veut dire? On n'avait pas une autorité à péage, maintenant une autorité à péage. On n'avait pas l'aéroport de Diass, maintenant on a l'aéroport de Diass. On n'avait pas ceci, cela, maintenant on l'a. On a toutes ces infrastructures-là. Donc la production a augmenté. Parce que la production, c'est un concept physique. Mais les revenus qui ont servi à construire ces infrastructures, pour la grande partie, ne sont pas restés sur place. Donc c'est ça la différence entre le PIB et le PNB. Les transferts nets de revenus vers l'étranger. Et donc ça veut dire que c'est une croissance qui est tirée pour l'essentiel par l'activité transnationale des firmes étrangères. Et donc à un moment donné, si on veut booster la croissance économique et qu'elle puisse être ressentie par les populations sénégalaises, il faut acheter les biens et les services des populations sénégalaises. Pourquoi? Parce que l'effet multiplicateur serait beaucoup plus important. Si on fait certaines infrastructures, on en a besoin, c'est vrai. Mais par exemple, si tous les inputs qu'il faut pour faire ces infrastructures ne sont pas faites sur place, qu'il faut par la suite payer les intérêts de la dette et que ces infrastructures-là sont très intensives en capital, c'est-à-dire emploient très peu de main-d'œuvre par rapport au capital. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas finalement, disons, de retombées nettes. Et ça ne permettra pas d'élargir les marchés intérieurs. Or, le développement, c'est élargir d'abord les marchés intérieurs en déjà protégeant ces marchés-là et en faisant en sorte que les plus pauvres, en tout cas les plus nécessiteux, aient quelque chose en termes de revenus. Oui, justement, beaucoup de secteurs privés sénégalais souvent se plaignent qu'aujourd'hui que la plupart des marchés sont gagnés par les multinationales et que l'État du Sénégal doit avoir une politique d'accompagnement du secteur privé sénégalais pour qu'il puisse produire en intérieur et vendre ça aux Sénégalais. Il y a aussi le concept de consommer sénégalais aussi qui revient souvent parce que si on achète peut-être une ceinture en Gaïméké, on fait gagner de l'argent à l'artisan de Gaïméké que d'acheter une ceinture qui provient de la Chine pour faire gagner un emploi aux Chinois. Ouais, merci M. Diop. Je dois la vérité dire que je souscris peut-être au point de vue de M. Silla. On a besoin d'accorder la priorité au secteur privé national pour peu que ce secteur privé national soit compétitif sur là où on va aller. Il ne sert à rien également de positionner votre secteur privé domestique sur des biens et services, encore une fois, sur lesquels vous ne pouvez pas être compétitif. C'est-à-dire que ça va prendre beaucoup de temps et d'énergie et de coûts, in fine, pour véritablement... En fait, le secteur privé national doit investir davantage sur des produits locaux. Ouais, non, pas nécessairement. Bon, je vais préciser ma pensée. Ce que je suis en train de dire, c'est que il y a ce qu'on appelle en économie le concept de demande solvable. C'est-à-dire une demande, pour faire schématique, une demande qui vous permet effectivement de rentrer dans les coûts et de dégager une marge qui vous permet un peu de poursuivre la production. Je pense qu'il est extrêmement important qu'on sache ce qu'on peut faire dans un horizon temporel raisonnable. C'est-à-dire vous avez un bien A, B, C, D. Vous dites que actuellement je peux produire le bien A et je peux pas être compétitif. Là, moi je suis pour que véritablement la priorité soit accordée au secteur privé national, s'il peut produire le bien A tout en étant compétitif. Pas seulement sur le marché domestique, mais sur le marché sous-régional. Je pense qu'il y a beaucoup à vendre à la sous-région et également à l'international. Si vous prenez le produit B, on se dit que on n'est pas compétitif, mais avec un peu d'accompagnement de l'État, on pense que sur un horizon temporel assez raisonnable, on peut être compétitif. Là également, je suis pour qu'on mette le focus sur ça. Un produit C, on dit que voilà, vous pouvez le faire, mais ça va être tellement coûteux. Là, on peut se projeter un peu dans la durée, etc. Donc, on a besoin également de sérieux, savoir ce qu'on peut faire raisonnable. Maintenant, si actuellement, les biens et services qui sont demandés par la majorité des Sénégalais, qu'il s'agit des infrastructures, le terre, est-ce qu'on est en mesure de faire actuellement le terre? Certaines composantes, oui. Ce qui justifie qu'il y ait des entreprises sénégalaises qui sont effectivement sur les chantiers. Justement, sur ce chantier, il y a une notion de transfert de technologie, par exemple, capacité localement les Sénégalais pour que demain, si le terre tombe en panne, que les Sénégalais puissent réparer, qu'on n'ait pas recours à la France pour réparer. Oui, absolument. Je pense que moi, je suis pour le transfert de technologie. Mais encore une fois, on a besoin donc de sérieux pour voir là où on peut être raisonnablement compétitif. Auquel cas, justement, le gouvernement gagnerait à accompagner le secteur privé. Mais pour d'autres, où on est très loin de ce qu'on appelle la frontière. La frontière, c'est-à-dire les meilleurs. Si vous êtes à des années-lumière des meilleurs, naturellement, il vous faudra beaucoup de temps. Et sous ce rapport, je suis pour qu'on continue à faire appel au secteur privé étranger. Mais dans la durée, comme ce qu'ont fait les Asiatiques, on se dit que le prochain TR va être fabriqué peut-être à 30% au Sénégal.
et la troisième génération de TR à 50%. Et la quatrième génération de TR, c'est-à-dire, je ne sais pas, dans 40 ans, le TR sera intégralement fait au Sénégal. C'est comme ça qu'on peut progresser. Mais moi, je ne suis pas en tout cas, pour se nationaliser, pousser à outrance, qui veut dire que voilà, on a qu'au tour au secteur privé, sachant que sur certains biens et services, on ne peut pas raisonnement concurrencer les autres. Mais encore une fois, j'en termine par là. Si on pense qu'on peut concurrencer les autres sur certaines niches, donc va pour le secteur privé et qu'on doit naturellement accorder la priorité au secteur privé national. Oui, il y a une information qui est sortie la fois dernière dans une vidéo, un reportage de France 2, où on a donné un marché à une entreprise française qui fabrique des lampadaires, plus de 50 000 lampadaires au Sénégal, solaires. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal n'aurait pas pu, localement, fabriquer ces lampadaires au lieu de les importer de la France? Je ne sais pas si le Sénégal est capable ou pas de le faire, mais ce qui est important, c'est d'avoir un plan pour être indépendant, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer ça nous-mêmes ou en collaboration avec d'autres pays africains. Que font les Chinois, par exemple? Ils ont un large marché. Ils disent, venez chez nous investir, venez chez nous avec vos technologies. Et nous apprenons avec vous, et après, on se passera de vous. Si vous voulez pas, nous avons un large marché, donc vous n'avez pas accès. Donc, à un moment donné, il faut des politiques souveraines pour dire c'est quoi notre plan, comme a dit M. Sen, pour que d'ici 20, 30 ans, si nous voulons faire un TR, au moins qu'on puisse, produire au moins 40%, 50%, 60% des composantes. C'est ça qu'il faut. Mais si on pousse la question plus loin, est-ce que nos chefs d'État sont assez libres pour prendre des décisions de souveraineté dans nos pays? Non. Si on regarde bien aujourd'hui ce qui se passe au Mali, on dit à Ibrahim Boubacar Keïta, tu donnes ce marché-là au Mali, mais si tu refuses de le faire, on va lâcher les djihadistes et venir à Bamako, hein? Parce que c'est aussi lié à des questions de sécurité aussi. C'est lié parfois à des questions de sécurité, mais au-delà, ce qu'il y a, c'est que nos entreprises domestiques sont contraintes d'un double point de vue. Et ça, presque toutes les enquêtes le montrent. Les enquêtes d'opinion notamment. La première contrainte, c'est l'accès au crédit. C'est très difficile. C'est très cher. C'est très cher aussi. Les banques. C'est-à-dire beaucoup n'ont pas accès et ceux qui ont accès. Est-ce que l'État peut contraindre les banques à baisser les crédits? C'est possible. Ça, j'y reviendrai. La deuxième chose, c'est le marché intérieur. Voilà, c'est très concurrentiel. Et donc, généralement, avec les importations étrangères, avec les marchés qui sont donnés aux autres, c'est difficile. Et donc, ça, cela fait que nous n'avons pas de secteur privé. Moi, j'ai dit que nous n'avons pas de secteur privé. Lorsque je dis ça, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des entreprises sénégalaises qui sont débrouillards, qui font de bonnes choses. Mais la plupart, c'est des rentiers. C'est ça? Peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que le secteur privé, c'est une création de l'État. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que toute dépense de l'État est un actif financier net pour le secteur privé. Et donc, il faut que l'État dépense pour créer ce secteur privé-là. Moi, à chaque fois qu'on me dit qu'il y a des secteurs privés en Afrique, je rigole. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez disons, une population active qui est à 80% dans des situations de sous-emploi, d'emploi vulnérable, etc. Ça veut dire que il n'y a pas, disons, un tissu structuré de PME, PMI pour donner des emplois décents à tout ce monde-là. Oui, mais cette question de souveraineté, nos chefs d'État, la capacité qu'ils peuvent imposer une économie locale, est-ce qu'ils ont cette capacité-là? Parce que si on regarde le schéma du Mali aujourd'hui, ça montre quelque part que nos prix, entre guillemets, sont pris en otage par la France, qui installe son armée au Mali et qui dit à Boubacar Keïta, tu donnes des marchés aux entreprises françaises, sinon, nous, on va lever le pied. Non, il y a ces aspects-là, je n'en disconviens pas. Mais je veux dire, par exemple, pour développer l'agriculture, on n'a pas besoin de l'investissement étranger. Il faut créer de l'argent, création monétaire. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas la maîtrise de l'instrument monétaire, vous ne pouvez pas mobiliser vos ressources. Le problème en Afrique, c'est pas que nous manquons de capitaux, nous manquons de ressources, non. Le problème, c'est que ce qui sort est beaucoup plus conséquent que ce qui entre. Et donc, c'est ce qui entre, c'est juste des capitaux pour traîner encore plus de ressources. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir avoir une politique cohérente. Et si on n'a pas la maîtrise de l'instrument monétaire, c'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est le CFA aujourd'hui qui pose problème encore. C'est la question monétaire de manière plus générale. Le CFA pose problème, mais dans les autres pays africains également, c'est des monnaies dites nationales, mais qui sont pas vraiment souveraines. Et donc, tant qu'on n'a pas une monnaie souveraine, on peut pas procéder à une bonne allocation des ressources. Pourquoi? Parce que tous les pays le font. Les gens créent de l'argent, entre guillemets, à partir de rien, pour financer des projets opportuns, productifs. Mais nous ne le faisons pas. La plupart des pays africains ne le font pas. Et donc, ces mêmes pays vont s'endetter à l'étranger. S'endetter, ça veut dire que les gens créent de l'argent à partir de rien, leur prêtent de l'argent en devise à des taux d'intérêt importants, souvent supérieurs au taux de croissance. Alors que nous aurions pu nous arranger de manière démocratique, transparente, tout ça, créer de l'argent pour financer l'agriculture, pour financer les PME, PMI, créer de l'argent pour créer directement des emplois. Parce que ce que l'on ne dit pas,
Et moi, je suis contre ce discours-là qui dit que l'État ne doit pas créer des emplois. L'État doit créer des emplois. Lorsque je vois qu'on subventionne la consommation à travers les bourses de sécurité familiale, c'est pas une bonne politique. Mais on aurait pu, en collaboration avec les entrepreneurs, avec les régions, les communes, tout ça, quels sont les types d'emplois désirés dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, sécurité. En fait, faire travailler les populations dans des prises d'entreprises, oui, dans les régions. Et ça, c'est l'État qui sortirait l'argent. Pour dire que moi, je sors l'argent, mais vous vous débrouillez. Pourquoi? Parce que cet argent-là va créer une demande pour les produits intérieurs. Parce que ce qui bloque l'entreprise, il y a toutes ces contraintes d'offres, crédit, tout ça. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse vendre. Mais où est-ce qu'on va vendre si les populations n'ont pas d'argent? Et comment les populations peuvent avoir de l'argent si on ne crée pas des emplois? Et le secteur privé étant faible ne peut pas les créer. Donc, à un moment donné, l'État, au lieu de subventionner la consommation à travers les bourses de sécurité familiale, devrait avoir un programme de ce qu'on appelle job guarantee, c'est-à-dire que je mets une telle somme, je sais pas, 60 000, 70 000 par mois, et tous ceux qui veulent travailler dans le domaine de l'environnement, de la sécurité, moi je vous donne ça. Mais je ne gère pas. C'est le secteur privé, ce sont les communes, selon les populations qui gèrent ça, et ça crée une demande. Et cette demande-là va stimuler la création d'entreprises. Est-ce que justement, là, ce qu'il dit là, par rapport aux bourses familiales, plus de 300 000 personnes, 400 000 personnes qui en bénéficient, qu'il ne faudrait pas créer quelque part, de faire travailler pour qu'ils puissent gagner cet argent-là. Est-ce que c'est pas très facile de donner de l'argent à des gens à chaque fin de mois qui ne travaillent pas? Oui, merci M. Japon. Moi, je ne vois pas la chose de la sorte. Mais pour vous, c'est la redistribution de la richesse? Bon, je pense qu'au-delà de la redistribution, il y a ce qu'on appelle la trappe à pauvreté. Il y a plusieurs ménages qui sont dans une sorte de trappe, c'est-à-dire au fond du trou. Et si vous n'avez pas des mesures fortes pour les faire sortir du trou, naturellement, ils vont y demeurer. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi les faire travailler pour qu'ils sortent du trou? Voilà, ce que je suis en train de dire, il y a différentes manières de les faire sortir du trou. Une manière, peut-être dans le long terme, c'est de les capaciter. C'est-à-dire vous capaciter les enfants. De sorte que d'ici sur une décennie, sur 15 ans, qu'il y ait assez d'ingénieurs dans les villages, il y ait assez de techniciens supérieurs pour justement faire sortir progressivement ces ménages. C'est-à-dire, si je comprends bien, le fait de sortir les ménages dans la pauvreté, c'est de permettre aux enfants d'aller à l'école, de les former, que dans une dizaine d'années, que ces enfants-là soient des ingénieurs qui puissent faire développer leur localité, c'est ça? Oui, il y a différentes manières. Ça peut être une composante, notamment, c'est-à-dire qu'on raisonne dans la durée. Et qu'on se dit qu'une situation de court terme ne fait pas le long terme, on essaie d'agir dans la durée, de les sortir progressivement de la pauvreté. Deuxième aspect, c'est des ménages, la plupart, en milieu rural et dans les centres périurbains qui sont tellement pauvres, voilà, que les montants qu'on pense modiques en réalité ne le sont pas pour eux. Ces ménages-là, ça permet à ces ménages-là, effectivement, d'améliorer, en tout cas, leurs conditions de vie. Ce qui fait que, véritablement, sur le court terme, contrairement à ce que vient de dire M. Silla, il ne me semble pas que ça, c'est juste pour créer la consommation. Non, il me semble. En réalité, nous savons tous que les entreprises, les secteurs privés dans nos pays ont un problème d'offres. La demande solvable est à portée de main, à la fois sur le marché intérieur, à la fois sur le marché sous-régional et à l'international. Mais que doit faire l'État pour les accompagner, justement? Voilà, mais si vous permettez que je termine un peu sur ces histoires sur la bourse de sécurité familiale. Donc, c'est également une manière d'améliorer le bien-être de ces ménages à court terme et de lutter véritablement contre la pauvreté, en plus de l'aspect capacitation donc dans la durée. Ce qui est extrêmement important. Mais naturellement, le fait est que le but du jeu, c'est pas de maintenir ces ménages-là dans l'assistanat. N'est-ce pas? Ça doit être un renouvellement. Et puis, il me semble qu'il serait de bon ton, véritablement, de faire une appréciation, n'est-ce pas, de ces programmes-là, progressivement, pour voir est-ce que l'effet attendu a été véritablement. Il faut une étude pour voir s'il y a un impact ou pas. C'est ça. Non seulement une étude, mais des études dans la durée. Peut-être tous les 3 ans, tous les 5 ans, en tout cas, faire des travaux de terrain pour permettre véritablement d'apprécier l'impact de ces politiques-là. Et que si on pense que c'est de bonnes politiques, s'il y a lieu de les adapter à la marge, on le fait. S'il y a lieu de les refondre, on les refond. Mais véritablement, je pense que également, en tout cas, les premiers échos me laissent à penser que ce serait une bonne politique. Maintenant, pour revenir spécifiquement à ce qu'il y a lieu de faire pour que le secteur privé, en tout cas, améliore son offre, en rapport avec ce que je disais tantôt, il me semble que le secteur privé national a plus un problème d'offre qu'un problème de demande. La demande existe, mais comment la capter? M. Silla a parlé véritablement des contraintes, de 2 contraintes qui lui semblent un peu majeures pour l'éclosion du secteur privé. Je pense que c'est réel, mais il y a également d'autres contraintes qui sont à la fois fortes et également fortes pour le secteur privé. C'est également le foncier. Il y a une contrainte forte. Le foncier, si ce n'est pas réglé, naturellement, les gens hésiteront beaucoup avant d'investir. Il me semble également que le financement, au-delà de l'accès, c'est également peut-être le coût.
Les fonds prêtables existent, mais c'est peut-être les conditions qui font que véritablement le secteur privé n'a pas... Est-ce que l'État peut agir sur les banques pour qu'elles diminuent leur taux pour permettre au secteur privé d'avancer? Oui, il y a différentes manières de le faire. Il faut créer des banques nationales plus fortes, c'est ça? Bon, je pense qu'il y a différentes manières de le faire. L'expérience, en tout cas, des banques nationales de développement durant les années 90 a montré qu'il va falloir s'y prendre avec un peu plus de tact. Ce qui fait que véritablement... Des détournements et des faillites. Voilà, je pense que les gens ont tiré, en tout cas les autorités ont tiré, en tout cas l'exemple, l'expérience de ces banques de développement, et la BND est en train peut-être de donner de bons résultats. Mais il me semble également qu'on a besoin d'agir sur, monsieur Silla parlait tout à l'heure de la politique monétaire. On a deux composants, la politique budgétaire et la politique monétaire. Au Sénégal, nous n'avons pas une politique monétaire propre. C'est-à-dire que si la conjoncture est défavorable, ce n'est pas nécessairement parce que la conjoncture est défavorable au Sénégal que la Banque centrale va modifier sa politique monétaire. Ce qui pose, je dois la vérité dire, un peu de problème. Mais en général, nous sommes dans des pays où à forte similitude. C'est-à-dire, en général, les chocs sont synchroniques. C'est-à-dire, en général, un choc qui affecte un pays, les chocs sont plus ou moins similaires dans la zone. Ce qui fait que si vous regardez un peu l'historique de modification du taux d'intérêt, en tout cas d'ajustement de la politique monétaire de la part de la Banque centrale, c'est en général en réponse à des chocs qui affectent les pays de la sous-région. Ce qui fait que je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit que voilà, sur la politique monétaire, on ne peut pas nécessairement agir. La Banque centrale, il me semble, agit de la meilleure des manières. Naturellement, les banques centrales se trompent, comme la Fed s'est trompée durant la grande crise de 1929, comme ça a été également le cas pour d'autres grandes banques centrales. Mais je pense que la politique monétaire est tout à fait ajustée pour répondre à ces chocs. Si vous ajustez à cela tout ce qui est en train de faire en termes de politique budgétaire, vous vous rendrez compte qu'effectivement, donc, il y a une politique économique qui s'adapte. En tout cas, aux vicissitudes de l'économie. Donc aussi là, est-ce qu'il faudrait davantage fiscaliser les multinationales pour financer le développement intérieur de nos pays? Parce qu'en Afrique, les gens ont dit qu'il y a plus de 60 milliards de dollars par an qui sortent de l'Afrique, qui n'est pas fiscalisé, qui échappe au fisc. Oui, en fait, c'est même pas que ça échappe au fisc, c'est que... Ils ne payent pas. C'est-à-dire que, en fait, il y a ce qu'on appelle la manipulation des prix de transfert. C'est-à-dire que les grands groupes, au sein des grands groupes, les transactions financières, commerciales entre les filiales des grands groupes échappent à nos autorités. Donc, on ne les voit pas. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. C'est difficile. On peut dire, par exemple, j'ai prêté $1 million à ma filiale au taux d'intérêt de 10%. Pourquoi 10%? Pourquoi pas 5%? Il y a ce genre de choses. Il y a aussi les fausses facturations. C'est-à-dire, on dit j'ai importé à tel prix alors qu'on a importé à un prix inférieur. Est-ce qu'il n'est pas pour créer des groupes de recherche qui travaillent sur ces domaines-là? Mais il y a eu des économistes compétents qui ont travaillé dessus depuis longtemps. Et donc, les flux financiers illicites, c'est quelque chose de considérable. Heureusement, le Sénégal n'est pas si affecté que cela. Mais ce qu'il faut, c'est-à-dire il faut stopper d'abord l'hémorragie. Comment stopper l'hémorragie? C'est-à-dire qu'il faut un contrôle des capitaux. Mais ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans tous les traités bilatéraux d'investissement que nous avons avec nos partenaires étrangers, il y a cette clause-là. Dans le cadre du système franc CFA, il y a cette clause-là. Et donc, la libre transférabilité, c'est un mécanisme de drainage des ressources. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'il faut fiscaliser, il faut d'abord dire qu'il ne faut pas que ces ressources-là puissent sortir parce qu'elles nous appartiennent. Il faut les réinvestir. Il faut qu'elles ne puissent pas sortir déjà. Comme ça augmente l'épargne locale, ça augmente les taux d'investissement. Et donc, lorsqu'on est dans un monde et on s'ajuste aux desiderata de la mondialisation sans prendre en compte ses propres intérêts, mais c'est ce qui se passe. La fiscalité vient au second plan. Mais d'abord, ce qu'il faut, c'est que ces revenus-là ne puissent pas sortir. Tout ça, lorsque j'ai parlé des transferts nets de revenus, une partie est illicite, c'est sûr, à travers la manipulation des prix de transfert. Donc, véritablement, c'est ce qu'il faut. C'est pourquoi je dis que lorsqu'on n'a pas la maîtrise de l'instrument monétaire, ce n'est pas possible. Et la politique monétaire ne se limite pas seulement au crédit. Il y a aussi le taux de change. Et on sait que l'appréciation de l'euro tue la compétitivité de nos entreprises. Et il y a même des notes de la DPE que j'ai lues qui sont très bonnes, qui parlaient du riz. Disons, entre 2000 et 2008, l'eau s'est appréciée de presque 90%. Et pendant cette période-là, le riz local était beaucoup moins compétitif par rapport au riz thaïlandais. Donc la question qui se pose, pourquoi on a cet arrimage à l'euro? Et vous voyez, même le patron d'Airbus, il disait que l'euro nous tue. Et donc nous allons délocaliser parce qu'on ne peut plus produire dans la zone euro. C'est une monnaie trop forte. La France, il dit, ça nous tue. Mais nous disons, c'est un mécanisme qui nous garantit la stabilité. Donc à un moment donné, il faut avoir un cadre de politique économique cohérent. Et de l'audace. Oui. Et donc tant qu'on n'a pas la souveraineté monétaire, la maîtrise de l'instrument monétaire, on ne peut pas mobiliser les ressources locales. On ne peut pas avoir une politique économique cohérente. Et donc, ce qui va avoir lieu, c'est une croissance en zigzag, comme on l'a vu
durant toute notre histoire. M. Sen a eu raison de dire que sur le long terme, on n'a rien fait. Si vous prenez les revenus par habitant, PIB par habitant de 1960 du Sénégal, et que vous le comparez aux revenus par habitant de 2016, la croissance moyenne annuelle, c'est 0,02. 0,02. Donc, sur le long terme, il n'y a pas eu de dynamisme. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir marcher sur ces deux jambes, politique monétaire, politique budgétaire, et même aussi utiliser les instruments de politique commerciale, tout ça. Mettre des taxes quand il le faut, mettre des tarifs quand il le faut, mettre des protections réglementaires quand il le faut. C'est tout. Comme Trump le fait. Comme Trump le fait. Avec l'acier. Comme Trump le fait. Et donc, il faut avoir une politique souveraine. Je ne dis pas être autarcique, xénophobie, tout ça, mais dire que nous privilégions les intérêts locaux sur les désidérata de la mondialisation néolibérale. Est-ce qu'au fond, la question de la souveraineté monétaire n'est pas une question qui plombe nos économies dans le long terme et qu'on essaie de faire des taux de croissance? Et bien, si on ne change pas de souveraineté monétaire, si on ne l'a pas, on est dans une situation de quadrature du cercle. Ouais, merci, M. Diop. Je voudrais en tout cas reposer la question en disant, est-ce que les pays qui ont une autonomie monétaire dans la sous-région et en Afrique sont plus développés, en tout cas réalisent de meilleures performances que nous? Mais pourquoi la Chine aujourd'hui, la Thaïlande et la Corée du Sud ont pu avoir un taux de développement important parce qu'ils étaient en 78 pratiquement au même niveau que le Sénégal, et qu'aujourd'hui qu'ils soient des pays qui nous vendent des téléphones, des Samsung entre autres, alors que nous sommes là en train d'être consommateurs? Bon, je pense que si vous faites un peu faire d'économie de développement, je pense que les conditions qui ont présidé au développement de ces pays-là, c'est un peu difficile, il me semble. Mais pour revenir à ce que je disais à l'instant même, c'est essayer de comparer les pays en Afrique qui ont des caractéristiques similaires aux nôtres et qui ont des monnaies propres. Est-ce que ces pays font véritablement mieux que des pays de la sous-région? Encore une fois, je ne suis pas de la Banque centrale. Je pense que le directeur national de la Banque centrale... Les gens vantent beaucoup le développement ghanéen ces temps-ci. Oui, mais bon... mais en fait, il y a des meilleurs exemples comme la Tunisie et le Maroc. La Tunisie et le Maroc aussi. Oui, si vous permettez, pour que je poursuive un peu mon raisonnement, je suis en train de dire... Le Sénégal, par exemple, regardez le dernier rapport mondial sur la compétitivité qui a été publié en septembre 2017. Ce rapport montre que le Sénégal, sur 5 ans, moi j'évite toujours les raisonnements sur une année, mais c'est des tendances lourdes. Sur 5 ans, le Sénégal fait partie des 5 pays africains qui ont amélioré constamment leur compétitivité. Ce qui est extrêmement important. C'est dû à quoi? Naturellement, c'est dû à plusieurs éléments. D'abord, c'est les efforts qui sont en train d'être faits pour rehausser le niveau du capital humain. C'est extrêmement important. C'est les efforts qui sont faits pour résoudre le problème de l'énergie, c'est extrêmement important. Les efforts qui sont en train d'être faits pour lutter contre la congestion dans les infrastructures, c'est extrêmement important. Ce qui fait que c'est un ensemble donc d'éléments qui permet au secteur privé d'être plus compétitif. Et sur 5 ans, le Sénégal est actuellement 11e pays le plus compétitif en Afrique et premier de la sous-région ouest africaine. C'est extrêmement important. Et pas sur une année, mais c'est une dynamique qui est en train de s'enclencher. Et cela, alors qu'on a une monnaie arrimée à l'euro. Je ne suis pas en train de dire qu'on reste dans le CFA, le CFA euro, qu'on maintienne en tout cas la situation actuelle. Je ne suis pas en train de le dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que justement, on est arrimé à l'euro et ça ne nous empêche pas de progresser en matière de compétitivité. C'est-à-dire qu'on doit à la fois jouer sur tous les... Enfin, on a un clavier à notre disposition. On doit jouer sur plus de tableaux pour véritablement enclencher cette dynamique. Il me semble extrêmement important de faire cela plutôt que de se focaliser sur un instrument monétaire. Encore une fois, nous l'avons vu, des politiques non conventionnelles en Europe et à la Réserve fédérale qui montrent que justement l'instrument monétaire doit également répondre donc au choc qui a fait l'économie. Mais encore une fois, il me semble important de jouer sur plusieurs paliers, sur plusieurs tableaux pour véritablement enclencher cette dynamique forte de progrès économique. Et autre chose qui me semble extrêmement important à préciser, c'est un peu la capacitation du secteur privé. Il me semble extrêmement important. Le secteur privé ne doit pas être laissé allumé, pour ainsi dire. Nous avons un secteur privé qui, bon an, mal an, il y a de fortes initiatives qui sont prises par-ci, par-là. Dans le cadre du Conseil présidentiel de l'investissement, c'est des constatations au fil de l'eau qui sont faites avec le gouvernement à l'effet véritablement de voir les contraintes majeures à l'activité pour essayer de les lever. Et sous ce rapport, je pense que le secteur privé doit être également encouragé et capacité surtout pour constituer une force de proposition. Encore une fois, le sens des propositions ne doit pas venir de l'État vers le secteur privé. Ça dit que typiquement l'État dit, vous secteur privé, moi je pense que je dois alléger la fiscalité, je pense que je dois faire ça. Le secteur privé doit être également mieux capacité pour constituer une force de proposition, comme c'est le cas en île Maurice. Je pense qu'ils ont un secteur privé très 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 fort qui constitue véritablement une force de proposition. Et c'est le cas actuellement avec le secteur privé dans le cadre du CPI. Mais je pense que on doit, et je vais en terminer là sur ce point, on doit
à la fois jouer sur plusieurs leviers de manière à permettre véritablement au secteur privé d'être fort et dynamique. Et dans le secteur privé, donc aussi là, est-ce qu'il faudrait fiscaliser davantage le secteur informel ou pas, qui échappe peut-être à la fiscalité? Tout d'abord, revenir un peu sur la compétitivité. Peut-être que M. Sen a plus foi en ses classements que moi. Je donnerai juste un exemple. Dans les années 2013, il y avait un rapport Doing Business qui disait que la Grèce, qui était en faillite à l'époque, était un pays où où l'environnement des affaires est meilleur qu'en Chine, qui est la deuxième puissance mondiale et le premier atelier manufacturier du monde. Donc ça vous dire la pertinence de ces classements. Il y a une charge idéologique derrière. Et Sénégal, si l'Allemagne est un pays compétitif, pourquoi l'Allemagne a des excédents commerciaux? La Chine a des excédents commerciaux. Mais le Sénégal, depuis les indépendances, depuis le début des indépendances, disons depuis 1965, n'a plus jamais eu de balance commerciale excédentaire. Donc, si un pays est compétitif, ça devrait se voir. La balance commerciale s'est légèrement améliorée. Pourquoi? Parce que les cours du pétrole avaient baissé. Et du coup, ça nous soulage et ça adopte notre croissance. Donc, à un moment donné, il ne faudrait pas faire du fétichisme au niveau des classements. Il faut voir l'économie réelle. Est-ce que les populations vivent bien? Par rapport à la question de la fiscalisation du secteur informel, ça dépend. Qu'appelle-t-on secteur informel? Parce que si c'est la marchande de tchaf à côté, non. C'est une activité de survie. Mais si c'est un gros commerçant qui se cache pour ne pas payer des taxes, évidemment, il faut faire tout pour que ces gros commerçants-là paient les taxes qu'il faut. Mais je dis une fois de plus que la question n'est pas là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un État qui dispose de l'instrument monétaire, qui est souverain, c'est-à-dire qui a sa propre monnaie nationale, dont la monnaie flotte d'une manière intelligente, gérée, et qui ne s'endette pas en devise internationale, n'a pas de contraintes financières. Cet État-là peut tout financer avec la création monétaire, pourvu qu'il y ait des ressources, c'est-à-dire que des gens qui ne soient pas en activité, de pétrole, de gaz, ce genre de choses. On n'a pas besoin forcément d'aller sur les marchés financiers. Si on va vers les marchés financiers, ça montre véritablement que nous sommes encore dans un scénario d'économie extravertie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les industries attendues, extractives, le pétrole, le gaz qu'on annonce au Sénégal, ça pourrait quelque part être un levier pour booster davantage l'économie sénégalaise? Voilà, merci M. Diop. Je pense que c'est un point extrêmement important que vous soulevez à ce niveau. Bon, effectivement, la croissance qu'on est en train d'avoir dans ce pays, c'est sans pétrole et gaz. Ça me semble extrêmement important. Si vous êtes déjà capable de vous maintenir sur un niveau de croissance de plus de 6% et qu'on est en train d'avoir dans la durée, si vous êtes capable de doubler le revenu per capita et plus que ce qui se fait en Afrique, or véritablement donc ressources attendues du pétrole et du gaz, ça veut dire que l'économie est déjà à l'air plus ou moins solide. Et demain, le supplément attendu du pétrole et du gaz devrait juste constituer un supplément. Donc il me semble extrêmement donc important de continuer à élargir les bases de la croissance et que demain, tout supplément qu'on aurait sur le pétrole et le gaz pourrait juste donc booster la croissance. Mais c'est extrêmement important pour les marchés financiers également. Ce n'est pas, il me semble, que vous allez sur les marchés financiers que vous n'avez pas assez de ressources. Au contraire, les pays, nous le savons tous, les États-Unis, ce qu'il y a là-bas, c'est les Chinois et les Saoudiens et d'autres pays véritablement qui financent les États-Unis. Il me semble que c'est également un signal positif que vous lancez en direction du reste du monde. Si le reste du monde fait davantage confiance, ça veut dire que véritablement, le reste du monde a foi. Les investisseurs ne sont pas des philanthropes. S'ils vous accordent davantage de crédit, ça veut dire qu'ils croient à la viabilité de vos politiques. Il me semble extrêmement important. On va me taper sur les doigts, j'ai débordé de 2 minutes. Oui. Je vous remercie, M. Serigne Moustapha Sen, directeur de la DPE, la direction de la prévision des études économiques. M. Ndongo Sambasila, docteur en économie et chercheur à la Fondation Rosa Luxembourg. Merci infiniment. Merci à Abdoulaye Diop qui a tenu la technique au micro de la Sam Sambo Diop. Excellent dimanche à tous.